We're joined now by the director of the National Economic Council, Kevin Hassett. Good to have you back. It's great to be back. So people are holiday shopping. They're aware of prices. The president said this week prices are coming down tremendously. The latest data, though, from the Consumer Price Index, up 3% year over year. Personal Consumption Index is up 2.8% year over year. What data is he looking at? What's your benchmark? Right. Well, one of the things that, if you saw his presentation in Pennsylvania, is he put up a bunch of charts, which he loves to do, where he went through the individual items that we've already sort of made a bunch of progress on. And so, for example, under Joe Biden, prescription drugs were up 9%. Toutes les distorsions institutionnelles ne commencent pas par des ruptures, c'est des amoutures visibles. Certaines se révèlent dans de petites tentatives visant à normaliser l'absurde. Washington, 18 décembre 2025. Au milieu de la pause législative et de la période de déclaration publique de l'exécutif, une interview de Kevin Hassett, ancien président du Conseil économique national, est devenue l'un des événements les plus insolites de la semaine lorsqu'elle a été diffusée en direct sur les chaînes nationales. Au cours de sa tentative de défendre une série de déclarations économiques faites par Donald Trump dans un discours récent, Hassett a présenté des justifications arithmétiques qui non seulement ont défié la logique mathématique conventionnelle, mais ont également provoqué des rires spontanés de la part des journalistes présents dans les studios. Cet épisode, bien qu'apparemment trivial à première vue, a suscité une série de réactions institutionnelles, tant sur le plan technique que politique. La scène dans laquelle le conseiller tente d'expliquer une prétendue réduction de 600% du prix des médicaments, une expression qui, par définition mathématique, est incongrue, a été suivie de réactions d'incrédulité, d'ironie et de critiques ouvertes, y compris de la part d'analystes conservateurs qui défendent traditionnellement l'administration républicaine. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à la perception publique des propos spécifiques de Hassett. Il a soulevé des questions plus larges sur l'utilisation d'arguments techniques comme bouclier politique, sur l'intégrité des conseillers de haut rang et sur les limites de la rhétorique gouvernementale lorsqu'elle est confrontée à des critères d'évaluation objectifs. Bien qu'elle n'implique pas directement un vote au Congrès ou une décision judiciaire, cette interview a constitué un tournant dans la relation entre le discours officiel et la crédibilité institutionnelle. Ce type d'embarras public, impliquant un conseiller économique de la Maison-Blanche, n'est pas courant dans des contextes où l'autorité technique est généralement traitée avec un certain degré de déférence, même dans des gouvernements marqués par des controverses. Ce qui rend cette affaire encore plus atypique, c'est le contraste entre le sérieux de la fonction occupée par Hassett et le caractère presque comique de sa tentative de justifier des pourcentages économiquement irréalisables à la télévision nationale. Le discours officiel, qui tentait de faire valoir qu'une augmentation de 700% équivaudrait à une baisse de 600%, a été perçu comme un aveu de manque de rigueur logique, et en fin de compte, d'absence de cohérence analytique dans la formulation des politiques publiques. Au lieu de clarifier les choses, l'interview a renforcé l'impression que le gouvernement est prêt à manipuler les données de manière théâtrale, indépendamment de leur véracité empirique ou de leur cohérence méthodologique. Cet épisode, bien que ponctuel, acquiert une valeur métonymique. Il devient représentatif d'une tendance plus large à la tension entre le langage politique et la réalité, en particulier dans les domaines qui exigent de la précision, tels que l'économie et la santé publique. Le choix de Kevin Hassett pour occuper le rôle de défenseur public des allégations économiques de Trump soulève également des implications institutionnelles. Figure historiquement liée au courant républicain dominant, Hassett avait auparavant cultivé une image d'économiste orthodoxe, défenseur de politiques fiscales conservatrices et d'une certaine rigueur statistique. Sa participation à une tentative de validation mathématique de l'indéfendable modifie la façon dont son rôle technique est perçu, tant au sein du gouvernement que par les observateurs extérieurs. La volonté apparente de soumettre le capital technique accumulé à l'impératif politique immédiat relance le débat sur l'autonomie ou l'absence d'autonomie des organes consultatifs présidentiels. Il s'agit d'un phénomène récurrent dans les administrations qui privilégie la loyauté personnelle à la compétence institutionnelle. Mais sa manifestation sur les chaînes nationales, avec des conséquences visibles, accentue la friction entre l'attente d'expertise et la pratique de la propagande. C'est à ce stade que l'épisode commence à dépasser les limites de l'embarras momentané et fait l'objet d'une discussion plus large entre experts, journalistes et parlementaires. Le fait que la presse ait réagi par le rire révèle non seulement une perte de contrôle narratif de la part de l'administration,
mais suggère également un épuisement de la tolérance institutionnelle à l'égard de la duplicité technique. Le rire, dans ce contexte, n'est pas seulement un geste de mépris, mais une forme de censure. Il expose publiquement le décalage entre le discours de l'autorité et la logique qui devrait le sous-tendre. La répercussion immédiate sur les réseaux sociaux, dans les éditoriaux et les programmes d'analyse politique confirme que cet épisode a été interprété par beaucoup comme une illustration frappante d'une tendance plus large. La banalisation de l'incohérence comme outil rhétorique quotidien. Si ce type d'événement s'est produit à un moment où l'activité législative était moins intense, alors que le débat national aurait dû se concentrer sur des questions telles que la réforme fiscale ou le budget public. Sa place prépondérante dans l'actualité indique que le public et les institutions ne considèrent plus comme acceptable que les conseillers présidentiels abandonnent les critères minimaux de cohérence au nom de la loyauté politique. La question ne se limite donc pas à la portée de l'interview ou à la personne impliquée, mais à la manière dont la machine publique est utilisée pour soutenir des discours déconnectés de tout fondement technique. L'absence de démenti officiel de la part de la Maison-Blanche après la polémique n'a fait que renforcer cette interprétation. Même face à l'inadéquation manifeste des arguments présentés, il a été décidé de maintenir une posture d'institutionnalité, comme si la logique mathématique elle-même pouvait être relativisée dans l'intérêt de la communication politique. À partir de là, l'épisode a été examiné sous l'angle de ce qu'il révèle sur les coulisses de la formulation du discours du gouvernement actuel. La justification avancée par Asset, selon laquelle les diapositives préparées par l'équipe apportaient un soutien factuel aux affirmations du président, a suscité non seulement le discrédit, mais aussi la perplexité. Le recours à des présentations visuelles pour remplacer l'argumentation verbale a renforcé le diagnostic selon lequel le gouvernement agit davantage comme un producteur de contenu que comme un exécutant de politique publique. En ce sens, le PowerPoint invoqué par Asset a été cité comme un symbole de la fragilité discursive, quelque chose qui devait soutenir l'autorité présidentielle, mais qui a fini par exposer sa dépendance à des performances visuelles peu convaincantes. Parallèlement, les analystes politiques ont commencé à associer cet épisode à d'autres manifestations récentes d'usure institutionnelle, telles que la perte de confiance dans les données économiques publiées sans méthodologie claire et la croissance des divergences internes entre les membres du Parti républicain lui-même sur la communication publique de la Maison-Blanche. Cette convergence de signes d'instabilité narrative a des effets cumulatifs. En compromettant progressivement la fiabilité des porte-paroles, elle affaiblit le canal institutionnel, même par lequel les informations stratégiques sont censées être communiquées. Ainsi, ce qui a commencé comme une interview inconfortable s'est transformé en un tournant discursif, dont les implications ne se limitent pas au présent, mais alimentent la perception que l'administration s'éloigne de plus en plus des paramètres traditionnels de la responsabilité technique. Ce canal existe pour accompagner ce type de transition avec clarté, contexte et continuité. Si ce travail vous est utile, pensez à vous abonner. Au fur et à mesure que les événements se déroulent, la figure de Kevin Asset ne reste pas isolée. D'autres conseillers, porte-parole et autorités sont confrontés à des dilemmes similaires devant les caméras et les commissions. Le problème, cependant, ne réside pas seulement dans la performance individuelle de ces acteurs, mais dans l'arrangement institutionnel qui les positionne comme médiateurs entre un discours présidentiel volontariste et une réalité économique réfractaire à la manipulation rhétorique. L'insistance à convertir des réductions en pourcentage en triomphes absolutistes, même si elles sont statistiquement invalides, renforce la tendance à transformer les données en slogans. Et les économistes en interprètent de la volonté politique, plutôt qu'en formulateurs de propositions fondées sur des preuves. Cela met en péril non seulement la qualité du débat public, mais aussi la structure même de confiance entre le gouvernement fédéral et la population, sur des questions sensibles telles que l'inflation, le coût de la vie et l'accès à la santé. À la suite de la retentition de l'interview de Kevin Asset, l'analyse s'est déplacée du contenu de la déclaration elle-même vers les mécanismes institutionnels qui permettent, voire encouragent, ce type de déclaration publique de la part des autorités techniques. C'est dans ce contexte que cet épisode est désormais interprété comme le symptôme d'un décalage plus général entre les centres de formulation de la politique économique et les canaux de communication officiels de la Maison-Blanche. La structure même du Conseil économique national, qui avait initialement pour mission de conseiller le président sur la base d'analyses techniques, a vu sa fonction évoluer progressivement depuis le début de l'administration actuelle. Au lieu de fonctionner comme un centre de rationalité orientateur, le Conseil a été, selon les observateurs,
réaffectés pour agir comme un rouage de légitimation discursive. Cela signifie que les compétences techniques de ses membres sont utilisées pour appuyer des discours politiques, même lorsque ces discours sont en contradiction avec les données empiriques ou le consensus méthodologique actuel. La convergence entre différents organes de l'exécutif dans le soutien d'un discours économiquement biaisé a été mise en évidence par d'autres déclarations faites au cours de la même semaine par des membres du département du Trésor et du ministère de la Santé. Bien que ces organes ne se soient pas prononcés directement sur l'interview de Hassett, leurs communications publiques ultérieures ont adopté une ligne argumentative similaire, accent mis sur des réalisations inflationnistes peu documentées, comparaison de données hors contexte et utilisation de pourcentages sans référence à des séries chronologiques cohérentes. Cette coordination implicite entre des organismes ayant des missions distinctes révèle une ligne directrice unificatrice en matière de communication, qui privilégie la perception d'un succès immédiat plutôt que la vérification des résultats. Cette ligne directrice est appliquée de plus en plus fréquemment, non seulement dans les déclarations présidentielles, mais aussi dans les rapports techniques adaptés à la consommation médiatique. C'est à la croisée de la technique et de la propagande que se situe l'épisode impliquant Hassett. Il reflète une culture administrative qui transforme la fonction explicative de l'État en un outil de persuasion. Cette culture de communication affecte également le rôle de la presse spécialisée, qui a historiquement servi de médiateur entre le langage technique du gouvernement et la compréhension publique des politiques économiques. Lorsque les journalistes sont pris de rire en entendant des justifications mathématiques incohérentes. Ce qui se brise, ce n'est pas seulement la relation entre le conseiller et le journaliste, mais l'idée même qu'il existe un espace commun de langage, un terrain partagé d'intelligibilité institutionnelle. La difficulté à maintenir cet espace a conduit les médias à intensifier leur examen des sources officielles, ce qui, à son tour, génère une réaction défensive de la part du gouvernement. Cette tension structurelle entre l'exécutif et la presse est exploitée politiquement par les alliés de l'administration, qui accusent les médias d'agir avec partialité. Cependant, des épisodes tels que celui impliquant Hassett montrent que, dans de nombreux cas, le contenu diffusé par le gouvernement lui-même contient des faiblesses logiques si visibles que la critique s'impose indépendamment de la ligne éditoriale du média. L'interprétation de cet épisode comme un exemple de convergence institutionnelle s'appuie également sur un historique récent de manipulation des données publiques. Depuis le début de son mandat, l'administration actuelle a été accusée de modifier des graphiques, de supprimer des séries historiques et de reformuler des indicateurs dans le but de présenter des résultats plus favorables. Bien que de telles pratiques aient déjà été observées dans des administrations précédentes, le degré de systématisation et de visibilité atteint ces dernières années dépasse ce qui était toléré dans le passé. La défense publique de pourcentages économiquement irréalisables, comme la prétendue réduction de 600%, n'est que la manifestation la plus évidente d'un discours plus profond. Ce discours cherche à subvertir l'autorité technique en saturant les versions alternatives, dans une logique de post-vérité institutionnalisée qui réduit le rôle des experts à la répétition de mantras communicationnels. Cette dynamique affecte directement le processus législatif. Les parlementaires de l'opposition ont utilisé des épisodes tels que l'interview de Hassett pour plaider en faveur d'une plus grande autonomie des agences de régulation et d'une révision du rôle des conseils présidentiels. La proposition de créer un comité de vérification technique lié au bureau du budget du Congrès, par exemple, a pris de l'ampleur après la répercussion de l'affaire. L'idée serait de doter le pouvoir législatif d'un corps indépendant d'experts capables d'évaluer publiquement les données utilisées par la Maison-Blanche dans ses discours officiels, bien que la proposition en soit encore à un stade préliminaire. Son émergence montre comment la détérioration de la crédibilité technique de l'exécutif peut générer des réponses institutionnelles visant à rééquilibrer les sphères de contrôle. De plus, les analystes ont établi un lien entre cette affaire et l'affaiblissement de la ligne technocratique au sein du Parti républicain. Des personnalités qui jouaient auparavant un rôle de modération technique, comme les anciens présidents de la Réserve fédérale ou les anciens directeurs du Bureau de la gestion et du budget, ont adopté des positions plus critiques ou se sont discrètement éloignés de l'administration actuelle. Ce vide interne favorise l'avancement de conseillers au profil plus performant, dont la principale qualification n'est pas la production d'analyses fondées, mais la disposition à soutenir des discours controversés en public. Dans ce contexte, l'épisode impliquant Hassett est interprété comme la conséquence logique d'une politique de recrutement basée sur la loyauté discursive plutôt que sur la compétence analytique.
l'affaiblissement de la fonction technique a également des répercussions en dehors des États-Unis. Des organismes internationaux tels que le Fonds monétaire international et l'OCDE suivent de près les déclarations officielles des principaux conseillers économiques des grandes puissances. La circulation mondiale de données falsifiées ou mal interprétées peut entraîner des distorsions dans les rapports internationaux. You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an angry left wing. Et a été reprise par la presse internationale, a remis en question la crédibilité du gouvernement américain en tant que source fiable de données économiques. Bien que cela ne se traduise pas immédiatement par des sanctions ou des déclassements, les experts soulignent Si vous souhaitez continuer à suivre ces analyses, vous êtes les bienvenus pour vous inscrire. La convergence institutionnelle autour de la rhétorique économique ne se limite pas au noyau technique de l'exécutif. Elle inclut également l'appareil de communication numérique lié au parti au pouvoir, qui reproduit, et parfois même amplifie, les déclarations controversées de la présidence. La publication d'infographies sur les réseaux sociaux du parti, montrant de prétendues baisses historiques en pourcentage des prix des médicaments, sans aucune référence méthodologique, renforce la perception qu'il existe un écosystème narratif qui fonctionne parallèlement aux données officielles vérifiables. Cet écosystème sert à façonner directement l'opinion publique, en utilisant un langage visuel accessible, des simplifications extrêmes et des répétitions constantes. La réaction de la presse traditionnelle à ce contenu est toutefois limitée. Même si des médias prestigieux tentent de le démentir, la portée et la vitesse de la diffusion numérique dépassent souvent la capacité de réponse critique. Dans ce contexte, le débat sur le rôle de l'éducation aux médias et de la transparence statistique en tant que mécanisme de défense démocratique prend toute son importance. Certains centres de recherche liés à des universités publiques défendent déjà la création de campagnes permanentes d'alphabétisation statistique destinées à la population en général. L'idée serait d'offrir des outils permettant aux citoyens d'identifier les incohérences fondamentales dans des déclarations telles que celles faites par Hassett. Bien que la proposition en soit encore au stade expérimental, elle révèle une prise de conscience croissante du fait que le débat politique contemporain passe également par une lutte pour la compréhension des chiffres, des graphiques et des pourcentages. L'interview, qui a provoqué des rires, peut, en ce sens, être le point de départ d'initiatives visant à renforcer la résilience institutionnelle face à la manipulation des données. Les répercussions des propos de Kevin Hassett ont donné lieu à un champ d'interprétation controversé qui dépasse le contenu explicite de l'interview. Pour certains secteurs de l'analyse politique, cet épisode transcende la tentative ponctuelle de justifier des projections économiques invraisemblables, révélant en réalité une technique discursive visant à diluer les critères objectifs du débat public. Dans cette perspective, la présentation de données économiquement irréalisables ne constitue pas une erreur involontaire, mais un expédient fonctionnel s'inscrivant dans une logique plus large. Habituer l'opinion publique à la présence continue de déclarations déconnectées de la réalité mesurable, réduisant progressivement sa capacité critique. Il en résulterait la formation d'un environnement rhétorique où le lien avec la vérité perdrait de son importance, remplacé par un alignement émotionnel avec l'émetteur du message, indépendamment de sa cohérence factuelle. Cette interprétation fait l'objet de débats dans des études qui abordent la désinformation comme une ressource stratégique des gouvernements qui opèrent en dehors des cadres traditionnels de la transparence institutionnelle. D'autres experts préfèrent une approche plus centrée sur le contexte opérationnel, arguant que des épisodes comme celui-ci doivent être compris à la lumière de la pression intense à laquelle sont soumis les conseillers techniques dans les administrations hautement politisées. Dans cette optique, Hassett se serait vu contraint d'articuler des justifications pour des contenus déjà formatés par les noyaux politiques de l'Assemblée de la Maison-Blanche, sans possibilité de révision technique autonome. Le malaise manifesté devant les caméras ne représenterait donc pas seulement une insécurité personnelle, mais un signe de fracture structurelle entre la machine de communication du gouvernement et les engagements minimaux envers la véracité des données transmises. Les juristes spécialisés dans l'éthique de la fonction publique soulignent que, malgré les pressions, la législation établit des paramètres clairs pour l'action des fonctionnaires occupant des fonctions techniques, notamment l'obligation de s'abstenir de valider des informations manifestement fausses.
Ils reconnaissent toutefois que ces principes ont été systématiquement érodés dans des environnements où la loyauté politique est devenue plus importante que la formation technique ou la responsabilité administrative. Une troisième ligne d'analyse insère cet épisode dans un processus plus large de transformation du rôle du conseiller gouvernemental. Au lieu d'être un formulateur critique, le conseiller est reconverti en opérateur de langage, chargé de transmettre des versions soigneusement modelées des politiques publiques, en mettant l'accent sur l'adhésion symbolique et l'esthétique de la communication. Le discours de Hassett, bien que défaillant dans son fondement arithmétique, ne détonnait pas avec le matériel graphique préalablement mis à la disposition de la presse, ni avec le ton dominant dans les canaux officiels. Cela suggère que le problème ne se limite pas à l'exposition individuelle, mais révèle une reconfiguration institutionnelle dans laquelle la fonction technique perd son caractère délibératif et devient un instrument de légitimation visuelle et verbale du discours de l'exécutif. Dans le domaine du droit administratif, cet épisode a relancé le débat sur les limites légales de la communication publique dans les régimes démocratiques. Les experts soulignent que la diffusion répétée de données incorrectes par les représentants de l'État peut constituer une violation des principes de publicité et de moralité administrative. En particulier, lorsqu'elle affecte la perception du public sur des sujets sensibles tels que l'inflation, la croissance économique ou les politiques de santé. Bien qu'il n'existe pas de qualification pénale directe pour ce type de comportement, la proposition visant à mettre en place des mécanismes de contrôle préalables pour certaines déclarations des autorités, avec la participation d'instances techniques indépendantes, gagne du terrain. Des initiatives visant à créer des protocoles de rétractation officiels basés sur des modèles de transparence déjà adoptés par des agences internationales de statistiques et de contrôle fiscal sont également discutées. Sur le plan politique, cet épisode a cristallisé des perceptions antagonistes sur l'état actuel de la gouvernance communicationnelle aux États-Unis. Alors que les représentants de l'opposition ont qualifié cet épisode de nouvel exemple de la dégradation de l'engagement institutionnel envers la vérité, les membres de la base gouvernementale ont minimisé sa gravité, qualifiant l'interview de tentative mal calibrée de traduire des informations complexes dans un langage accessible. Cette impasse met en évidence la difficulté croissante d'établir un consensus minimal sur le rôle du langage technique dans la formulation des politiques publiques. Il en résulte un élargissement de la zone grise, dans laquelle les limites entre communication institutionnelle, propagande idéologique et désinformation tolérée deviennent indiscernables. Dans ce contexte, l'interprétation selon laquelle la rhétorique de Donald Trump et de ses principaux représentants doit être comprise non seulement comme un style, mais aussi comme un dispositif intentionnel visant à affaiblir les filtres institutionnels de crédibilité, prend tout son sens. La banalisation des erreurs factuelles, l'utilisation récurrente d'hyperboles et le remplacement de l'argumentation logique par des phrases à effet servirait un objectif plus profond, déplacer l'arène publique du champ de la rationalité partagée vers celui de la loyauté identitaire. Dans cette logique, le conseiller qui trébuche sur les chiffres n'affaiblit pas le leader. Au contraire, il contribue à consolider une figure présidentielle qui s'affirme comme immunisée contre les contraintes techniques et légitimée par son lien supposé direct avec le peuple, indépendamment de la précision de ses propos. Des études récentes sur le populisme autoritaire ont montré que ce schéma est symptomatique des démocraties en déclin, dans lesquelles la vérité est dévalorisée au nom de la cohésion symbolique de la base électorale. Enfin, une analyse plus axée sur les conséquences pratiques de cet épisode suggère que la Maison-Blanche pourrait revoir, au moins en partie, sa stratégie de communication publique. Même si Hassett reste officiellement à son poste, il est probable que sa participation aux interviews ou aux briefings soit considérablement réduite, afin de limiter les dégâts. Cependant, cette mesure ne représente pas un changement structurel, car les profils promus en interne continuent de suivre le même modèle de fidélité rhétorique au détriment des qualifications techniques. La logique qui guide la nomination et l'action des porte-paroles reste intacte, ce qui montre que la gestion de la communication reste subordonnée à la centralité du discours présidentiel, et non à la cohérence des informations transmises. À ce jour, rien n'indique que le pouvoir législatif prendra des mesures concrètes pour faire face à ce type d'incident. L'absence d'initiative législative ne doit toutefois pas être interprétée comme une indifférence institutionnelle. Cet épisode a laissé une trace d'inquiétude qui tend à s'accumuler dans l'imaginaire politique et dans la perception sociale de la fiabilité des canaux d'information officiels. Les rires qui ont éclaté dans les studios de télévision ont peut-être été brefs,
Mais le malaise institutionnel qu'ils ont révélé aura des conséquences plus durables. Une fois érodée, la crédibilité technique exige bien plus que le remplacement de personnalités publiques pour être restaurée. Elle exige une révision en profondeur de la culture administrative, du respect des connaissances spécialisées et du rôle de l'État en tant que source fiable d'informations. Sans cela, le fossé entre le discours officiel et l'expérience concrète de la société continuera de se creuser. Non pas par opposition directe, mais par déconnexion structurelle entre le langage du pouvoir et le sens commun de la réalité.